Buongiorno bianconeri et bianconere, j'espère que pour vous ça va, on est en pleine pause nationale. Encore il n'y a rien qui est sorti sur les tabloïds, sur des choses éventuellement qu'on aurait fait, je m'attends cette fois à du proxénétisme et des choses comme ça. Mais donc il faut remplir notre temps et on va parler aujourd'hui de la situation de la Juventus dans ce moment. J'aimerais connaître aussi votre avis, donc n'hésitez pas à commenter, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, du pourquoi on est là, du comment, est-ce que c'est du hasard, est-ce que c'est le mérite à la fois de l'entraîneur et des joueurs, ou seulement des joueurs, ou seulement de l'entraîneur. Vous le savez ici, tous les avis sont permis. Tant qu'on les exprime bien entendu avec de la bienveillance et avec de l'ouverture d'esprit, surtout chose qui manque cruellement, surtout sur les réseaux sociaux. Mais donc n'hésitez pas, donnez-moi votre avis. Et surtout, like, commentaire aide à la visibilité, à accroître la visibilité des vidéos sur la plateforme. Donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir, et vous pouvez aussi vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous pouvez activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et des prochains lives. Donc cette analyse, on va bien entendu l'appuyer sur des faits réels, des faits avérés. On en a parlé des fois pendant les lives. J'ai repris aussi les diapositives de Mr. Zenzola qui, comme moi, est collaborateur à Juventus. Donc ça nous aidera un peu mieux à voir comment cette Juventus joue. Et comme dit, ça n'est une analyse que purement à moi, ça n'est pas dans le but de défendre Allegri ou de cracher sur Allegri. Vous savez que je ne suis pas comme ça et que j'essaye un maximum de diversifier mon avis sur les choses. Allegri a fait des choses bonnes, a fait des choses très mauvaises, mais donc j'en tire toujours un avis un peu mitigé sur lui. Et quand je dis mitigé, c'est surtout pas un avis extrême en fait, ni dans l'allégrisme le plus poussé, ni dans l'anti-allégrisme le plus sectaire et borné, disons-le. Donc, on voit ici une action qui se passe à la première minute de jeu et on voit que le pressing de la Juventus est très haut. Ça nous arrive assez souvent, j'aimerais dire, ça a été le cas contre Verona, mais aussi contre la Lazio, l'Udinese et le Bologna. Ça nous arrive souvent de faire un pressing vraiment très haut dans les toutes premières minutes de jeu. Après que ça dure 1 minute, 10 minutes, ça c'est la différence aussi par rapport à la réaction de l'adversaire à ce pressing haut. Si on voit qu'ils arrivent à sauter la première vague de pressing et donc on se retrouve à terrain de couvert derrière, des fois ça nous est arrivé aussi d'abandonner assez rapidement, notamment contre la Fiorentina, cette approche de pressing haut pour se mettre très très solide défensivement et sécuriser cette partie-là. Donc on le voit ici. Il y a un marquage homme sur homme, surtout de Chiesa qui est deuxième pointe, et puis Miretti qui est mezzala, mais aussi peut-être trequartista dans certaines situations. On voit ici donc que la Juventus attaque directement le porteur et puis ferme des couloirs de passage pour s'assurer une récupération haute du ballon et aller marquer dans les premières minutes. Donc ça semble une stratégie un peu apurée de la Juventus. Ils le font assez rapidement. Après, ça réussit pas. Dans tous les cas, la Juventus essaie de gagner l'avantage du match assez rapidement. On voit que on a une bonne distribution dans la chaîne de droite, parce que Cambiaso McKennie dans ce cas-là, mais c'est arrivé aussi avec Cambiaso Chiesa, Cambiaso Kostic, Cambiaso Rabiot de l'autre côté, parce que Cambiaso aime bien aller dans l'axe et cela a le mérite de dérouter l'externe de la défense adverse qui du coup doit le suivre et libère un espace pour un milieu de terrain qui voudrait s'insérer. Dans ce cas-là, c'est McKennie qui exploite la chose. On voit aussi que les deux pointes, Chiesa et Ken particulièrement, essayent de jouer assez rapprochés. On voit ici Ken essaie de se retourner ou garder le ballon pour quelqu'un qui arrive derrière et Chiesa qui approche. Mais cela n'arrive que avec Chiesa Ken, ce couple vraiment qui se forme bien, et puis avec Milik aussi qui est un joueur qui peut s'adapter à beaucoup de situations et à beaucoup de compagnons d'attaque. On voit aussi des schémas de coups de pied arrêtés. Donc là depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de vous dire qu'avec le fait Cambiaso, on peut y revenir vite fait. C'était ici avec Cambiaso qui va dans l'axe et laisse la place et l'espace surtout pour l'insertion d'autres milieux. Ça c'est des schémas. Je suis désolé s'il y en a d'entre vous que ça choque, mais c'est des schémas.
c'est prouvé, c'est essayé à l'entraînement et on verra par la suite qu'il y en a d'autres. Mais ça, c'est des choses qui se testent en entraînement et donc la Juventus commence, je dis bien commence, à avoir une identité, à avoir des schémas répétitifs, des patterns qu'ils appliquent sur le terrain. Et ça, c'est notamment un schéma dit coup de pied à d'arrêté, mais en fait, là, c'est une touche latérale parce que McKennie a une grande touche latérale et on voit que dans plusieurs occasions, tu as une tour qui va se positionner pour réceptionner le ballon et après sûrement le rediriger vers le milieu de la surface. Ça peut attirer au moins un défenseur et peut-être des fois même le gardien. On voit ici la répétition, c'est pas du tout la même action, hein. Là on est à 9,33 et là on était à 2,18, donc vous voyez que c'est quelque chose quand même de répété. Cette, disons, envie d'attaquer dans les premières minutes, vous vous doutez bien que ça expose la Juventus derrière au contre des équipes adverses, mais l'on peut remarquer, ça a été beaucoup le cas avec le Cagliari, parce qu'on a attaqué, mais dans les matchs défensifs, vous vous doutez bien qu'on est déjà tous en arrière, mais voyez le nombre de joueurs qui quand même accompagnent la transition négative. Donc là, on a perdu le ballon, et donc le Cagliari en contre-attaque. Regardez tous ceux qui courent là, c'est vraiment toute l'équipe qui va replier défensivement, et ça c'est l'action où on voit Weston McKennie sprinter et il récupérera sur le joueur adverse. Vraiment saison stupéfiante de McKennie jusqu'à l'instant. Vous voyez, ici je me redéplace moi pour vous montrer ce qui se passe derrière. Ah non, c'était pas cette action là, vous voyez, là ça va au centre, mais regardez le nombre de joueurs de la Juventus qui occupent l'espace dans la surface. On est à 6 contre 2 avec un qui centre et donc le joueur qui couvre son centre. Donc je dirais à la fois une bonne capacité offensive dans les toutes premières minutes avec un pressing offensif et puis des replis en défense qui font sens aussi. Néanmoins, on n'est toujours pas bon dans les transitions positives. Donc quand on récupère ballon et quand il faut que l'on attaque, vous voyez ici que Locatelli, il y a plusieurs solutions de passage. Parce que Miretti et Cambiaso sécurisent les bandes latérales, puis là il y a l'appel dans la profondeur de Moisken, il y a Chiesa qui vient à l'encontre, et puis Weston McKennie aussi, on l'a pas cerclé, mais lui aussi il attaque la profondeur. Donc vous voyez qu'il y a des solutions, et là tout simplement Locatelli va se tromper de choix, faisant récupérer la balle au Cagliari. On voit aussi qu'on est peu accompagné dans la phase de contre-pied dans les externes. Vous voyez ici Cambiaso qui arrive sur la ligne de fond et va pour centrer, et au deuxième poteau on attendrait qu'il y ait quelqu'un, notamment Kostic, et Kostic ne se fait pas trouver, sûrement parce que, disons, un peu rémissif dans la phase d'attaque, et donc il se contente juste de couvrir son espace sans forcément donner l'option au Cagliari de faire du contre. Là on peut s'améliorer dans ce genre de situation, c'est que regardez, on a Cambiaso qui va donc centrer, et il y a deux joueurs qui sont plus ou moins sur ce centre-là. Mais il y a aussi McKennie et Federico Chiesa. Donc de ce côté de la surface, de toute façon, le 77 qui est juste ici, là, lui il va pas... Je vais y arriver. Là, lui, il va pas rentrer. Il a un langage du corps qui est assez dans l'attente. Et donc, ici, on est à 3 contre 2 sur la droite pour entrer dans la surface. Peut-être qu'une solution avec des passes courtes dans cette situation aurait été meilleure. On aurait pu pénétrer plus facilement la surface et donc se rendre plus dangereux. Les phases de... verticalisation frénétique et les phases de construction du bas, honnêtement, elles sont assez alternées. En ce moment, j'oserais pas dire que la Juventus joue le long lancé systématiquement, ni qu'elle joue la construction du bas systématiquement. C'est des choses qui arrivent selon la situation. C'est la fameuse phrase d'Allegri quand il dit des joueurs intelligents qui savent interpréter les moments du match, et il me semble que cette Juventus commence à avoir ce super pouvoir là. Là vous voyez la passe de Szczesny, elle serait simple envers Gatti ou Bremer qui sont juste à côté de lui, mais il choisit la longue passe sur, je crois que c'est Cambiaso ici, et vous voyez que de toute façon on ne dédigne pas
la longue lancée à chaque fois. Là, c'est Locatelli qui le fait. Là, c'est Gatti. Encore une fois, Szczesny. Et ici, une phase de construction du bas, mais on y viendra juste après. Là, c'est pour vous dire toutes les fois où on lance long. Et j'ai pas retrouvé, le Mister les avait faites, mais j'ai pas retrouvé. Il y en a aussi beaucoup de Bremer dans ce match, même où c'est Bremer qui cherche une verticalisation directe, soit avec un attaquant qui vient chercher le ballon, soit sur une mezzala. Il le fait très 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 souvent. Et c'est même comme ça qu'on a construit le but de Florence. Pensez comment l'action a démarré, c'était avec une verticalisation de Bremer qui après déclenche tout ce qui s'est passé avec Rabiot, etc. On voit aussi que assez rapidement la Juventus peut passer d'un système à 3 à une défense à 4. Ici on la voit très bien, il y a Kostic et Gatti qui font office de terzini, et même si Gatti a disons une carrure physique assez importante, il a quand même de la jambe et il peut couvrir ce rôle. Certes, il ne faut pas s'attendre au terzino le plus dynamique du monde. Là, on le voit encore, cette compo en 4K2 qu'on fait parfois pour sécuriser notre incision positive. Là encore, il y a cette histoire d'attaque de la profondeur. Vous savez, ici, Ken va vraiment se tromper dans le premier contrôle et le gardien sera sur lui assez rapidement. Et encore une fois, ici une verticalisation, cette fois c'est Rugani sur Miretti. Là, il fera vraiment quelque chose de très beau, une passe de première intention avec l'externe du pied pour Moisken. Là, c'est une verticalisation, mais cette fois, au lieu d'être dans l'axe, elle est externe. C'est aussi une solution que la Juventus peut opérer. Néanmoins, ça a un peu moins de taux de réussite à ce qu'on a vu. Ici encore une fois donc la lancée verticale de la défense. Et donc avec tout ça, on peut certainement dire que la Juventus commence à avoir une identité. Je dis bien commence. Certes, ça fait 3 ans qu'on attend de voir ce genre de choses. On les a, j'ai envie de dire, beaucoup vu dans le premier match contre l'Udinese, jusqu'à Bologne en fait, si on considère, ou non, jusqu'à Sassuolo. J'oserais dire que la Juventus a essayé de faire les jeux jusqu'au match avec Sassuolo, qu'on a appréhendé sûrement avec un peu la grosse tête par rapport aux résultats positifs qu'on avait fait jusqu'à maintenant, et que je vous rappelle que jusqu'à là, 70e, on était encore sur le 2-2, donc un match qu'on a aussi égalisé au score pour 2 fois. Et bien on se rend compte que la Juventus parfois a ce besoin intrinsèque de sécuriser ses arrières avant de penser à attaquer. Et depuis, on a vu des matchs clairement visés d'abord à la sauvegarde du score, et puis si il est possible d'aller marquer. On l'a vu contre l'Atalanta où c'était vraiment flagrant, qu'on jouait le match nul et puis on jetait le ballon en avant, et si on marque tant mieux comme ça. Match de Bergamo contre l'Atalanta, donc une équipe qu'il est toujours difficile d'affronter. Et puis, on en parlera, mais Fagioli et Pogba nous auraient quand même aidé s'ils n'avaient pas eu ce qu'ils ont eu de leur côté. Et bien, donc, c'est une Juventus que, en gros, fait la grande voix avec les petites, Verona, le Cagliari, mais à partir d'un certain niveau de classement, peut-être Sassuolo, l'Atalanta, Fiorentina, à partir de ces genres d'équipes, préfèrent rester en arrière pour répartir. Or, c'est une stratégie. En soi, il n'y a rien de mal à essayer de se défendre et répartir. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit là d'exploiter celles qui sont vraiment les caractéristiques de ton effectif. Nous, on est une équipe sans milieu de terrain, en fait. On n'a pas ce qu'on appelle en italien des milieux jongleurs, palleggiatori, qui savent se passer la balle des premières intentions ou assez rapidement, qui savent construire un jeu. Nous, on n'a pas ça. Et on n'a pas ça aussi à cause du fait que ni Pogba ni Fagioli sont disponibles. Écoutez, si on se retrouve avec Miretti, Locatelli, qui fait beaucoup de l'interdiction plutôt que de la construction de jeu, et puis Rabiot, qui est quelqu'un de physique, qui a tendance plutôt à avancer ballon au pied, qui échangeait avec ses camarades, on n'a pas
un milieu de terrain de palleggio, de jonglage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de replier en arrière et aller exploiter la vitesse de nos attaquants. Ken, j'ai Ken et Chiesa en tête en premier, plus que Milik et Vlahovic qui pourraient servir, eux, d'avant-centre bouée pour pouvoir s'appuyer et faire monter l'équipe. Donc on a dû adopter ce jeu-là par rapport aux caractéristiques de nos joueurs. Si on avait des Çalhanoğlu, des Barella, de ce genre de milieux qui savent construire le jeu, Mkhitaryan, et puis on peut en citer d'autres dans d'autres équipes, eh bien on pourrait peut-être appliquer un style beaucoup plus dominant qui a tendance à faire de la possession de ballon et à chercher les bons couloirs dans la phase d'attaque. Donc vraiment enfermer l'équipe adverse dans leur surface pour essayer de marquer de cette façon-là. Donc, si je reviens au concept de base, il n'y a aucun mal à jouer au contre-attaque. Je me souviens de discussions avec des hauts luminaires du football qui disaient que, eux-mêmes disaient qu'ils aimaient le beau jeu, mais le beau jeu n'est pas forcément un jeu de domination. Le contre-pied peut être un beau jeu, mais il faut savoir le faire. Et ce qui manque à cette Juventus, c'est exactement ça. Regardez, l'Inter aussi a des phases de jeu où il s'enferme en arrière et puis il répare très bien. Souvenez-vous de ce qui s'est passé contre le Milan, c'est comme ça que l'Inter gagne contre le Milan avec des contre-pieds foudroyants. Ils savent répartir, ils savent faire les bons choix au bon moment pour maximiser leur contre-attaque. La Juventus contre la Fiorentina a démontré de ne pas savoir faire ça, puisque rien que dans les premiers, je crois, 20-30 minutes du match, on a eu bien entendu le contre qui a amené au but, mais on a eu 2-3 contres, allez revoir le match, où on s'est trompé dans la avant-dernière passe ou celle d'avant, et on n'a pas su arriver au but. Donc c'est une Juventus qui a des lacunes en phase de contre-pied. Et quand on dit la Juventus n'a pas de jeu, pour moi ça vaut jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'avoir une identité de jeu au contre-attaque, moi je peux très bien entendre ça. Mais les joueurs doivent savoir quoi faire avec le ballon. Le porteur sait qu'il doit atteindre la superposition. Le compagnon doit faire la superposition. Après, il y a le bon choix. Soit je la passe, soit je la garde et je profite de l'espace qu'il a créé pour dribbler, etc. Voilà, il y a ce genre de mécanismes. Ils sont en place. Quand on dit que la Juventus n'a pas un bon jeu, et c'était surtout vrai l'année dernière, cette année ça commence petit à petit à se construire, certes très tardivement, mais quand on dit que la Juventus n'a pas de jeu, moi je me réfère uniquement en fait de quand on voit le joueur qui porte le ballon et il se regarde autour, il ne sait pas quoi faire. Les autres ne bougent pas sans le ballon, ce qui ne crée pas des espaces. C'est ça les situations qui m'énervent et ça arrive encore aujourd'hui. Et c'est ça les situations où, pour moi, on est autorisé à dire punaise, la Juventus n'a pas de jeu. Mais quand on voit des actions comme celle du Cagliari, après vous me direz ah mais c'était le Cagliari, avec le Cagliari tu dois gagner facile 4-0, ça marche pas comme ça le foot. Le foot, c'est un sport avec un score bas. C'est pas comme au basket où tu marques 85 points et donc l'écart entre les deux équipes est de temps plus significatif. Il y a des équipes qui peuvent gagner 80-40. C'est pas le cas du football. Du football, tu fais pendant 90 minutes, tu crées peut-être 5-6 actions. Si t'es le Barça de Messi, t'en crées peut-être beaucoup plus, j'en sais rien. Mais t'as un nombre plus limité d'actions de but et moins encore de buts parce qu'il n'est pas facile de finaliser comment il est pour le basket et tous les sports avec un haut score. Et ça s'explique aussi par l'importance du facteur chance. Le football est beaucoup plus impacté par le facteur chance étant un sport avec un score bas. C'est de la logique en fait. Et donc voilà, quand on dit que la Juventus n'a pas de jeu, elle n'avait pas de jeu l'année dernière. Cette année, on commence à voir des principes des jeux, des schémas qui se concrétisent, mais on continue à voir, à contrario, une Juventus qui, des fois, préfère être full défense, quitte à faire 90 minutes comme contre la Fiorentina, pour ensuite repartir. Mais ce qui manque,
c'est la partie répartir. La Juventus ne sait pas bien répartir. Bon, je vois qu'on est déjà à 20 minutes. Je vous avoue, je comptais faire beaucoup moins. J'espère qu'il y en a encore qui ont eu la patience de côté tout mon speech. Entre guillemets, entre parenthèses, vous restez plus ou moins 30% des personnes à regarder la fin des vidéos, ce qui est déjà un bon résultat. Sur d'autres chaînes, c'est pas le cas. Mais donc, si on veut tirer un peu une conclusion, ma conclusion, et donnez-moi encore une fois la vôtre dans les commentaires. J'estime que au début de la saison, la Juventus avait peut-être une équipe qui pouvait prétendre à la 3e, 4e et peut-être même à la 2e place. Parce que Vlahovic, Chiesa, Ken, Milik, personne ne les a en attaque. On a une défense solide. C'est le milieu de terrain qui vraiment pêche un peu. Et on faisait beaucoup appui sur la montée en grade de Fagioli et puis sur Pogba qui aurait pu donner un gros coup de main. Donc, à mon avis, la Juventus, c'est une équipe qui peut, prétendre assez facilement à la 4e place. En début de saison, il aurait été possible aussi se projeter sur une 2e place, mais avec l'absence conjointe de Fagioli et Pogba, à mon avis, l'effectif de la Juventus a vraiment régressé dans le classement imaginaire que je me fais de la Serie A. Et sans eux deux, sans Fagioli et Pogba, la Juventus, c'est une équipe à peine de 4e place. Comment je le ressens? C'est vraiment mon ressenti et ça, personne ne peut me l'enlever. L'Inter est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus complète, mieux construite. Le Napoli, c'est l'équipe gagnante de la Serie A. Ils ont fait un championnat, certes en overperformance l'année dernière, mais encore c'est l'effectif qui a fait les plus belles choses dans l'année solaire. On va la dire comme ça. Ok. Le Milan, c'est effectivement une bonne équipe, même si l'année dernière, 5e place, ils ont un peu underperformé. Ils ont eu beaucoup de changements, donc c'est peut-être un peu normal qu'ils se cherchent encore un peu en ce moment. Mais ils ont des Giroud et Leao qui peuvent te décider un match. Après, il y a les Atalanta, il y a les Fiorentina, ce genre d'équipe. Donc pour moi, la Juventus, sans Pogba et Fagioli, se situerait quelque part entre la 4e et la 5e place. Or maintenant, cela étant dit, le fait que l'on se retrouve à la 2e place, dans ces conditions-là, ça me fait dire que la Juve est en train d'overperformer. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose. À mon sens, on est en train de jouer au-dessus de ce qu'on pourrait dans ces mêmes conditions. On a parlé de Fagioli et Pogba indisponibles, mais il y a aussi un Vlahovic qui n'est certainement pas dans sa meilleure forme, un Federico Chiesa qui ne l'est pas non plus. La fois dernière, il y avait Miretti et Locatelli qui avaient aussi de problèmes. Locatelli, Cotefele et puis Miretti, lombalgie lui aussi. On dirait que c'est viral, la lombalgie, vu que tout le monde l'a. Donc voyez-vous, on a été amené, certes, à battre le Cagliari, mais dans une situation qui n'était pas optimale non plus. Donc moi, je suis d'accord quand on me dit en face « Ah, mais c'était le Cagliari, ne vous excitez pas ». Certes, ok, c'était le Cagliari. Mais le ballon est rond. Le football, encore une fois, c'est un score où tout peut arriver. Et moi, j'ai quand même l'impression que on n'est pas si loin, la Serie A n'est pas si loin que l'on veut faire croire de la Ligue, de la Première Ligue. Certes, la Première Ligue a des entrées économiques folles, une technicité aussi folle. Mais ce que je veux vous dire, et donc ils sont les meilleurs en ce moment, c'est la vérité. Ce que je veux vous dire, que dans le sport, dans le football, même dans ces conditions, la Salernitana peut faire match nul avec le Manchester City, peut même gagner. En fait, c'est possible. Cette possibilité, elle est beaucoup plus grande que Salernitana gagne contre Manchester City que bien l'équipe de basket de la paroisse gagne contre les Lakers. C'est beaucoup plus probable. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a qu'un but à marquer et 0 à en prendre en fait. Donc dans l'arc des 90 minutes, c'est possible. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on dit que la Serie A, c'est un championnat de 2e zone, certes, mais conceptuellement, dans les 90 minutes, on n'est pas si loin que ça. Dans toute la longueur d'une saison, oui, mais dans les 90 minutes,
la Salernitana peut gagner contre le Manchester City. Et même l'Inter l'a démontré l'année dernière, tout étant une équipe bonne et qui joue bien, c'était quand même le Manchester City en face et ils ont failli gagner dans les 90 minutes. Dans le football, tout est possible. Donc arrêtez de dire ah mais c'est le Cagliari, parce que oui, même le Cagliari peut te battre. Et c'est pas vrai que la Juventus du passé était un rouleau compresseur qui roulait sur tout et sur toutes les équipes. Arrêtons aussi d'avoir cette image très totalitariste, laissez-moi vous dire, de se référer à un passé glorieux pour justifier le fait qu'aujourd'hui on n'est pas bon. Vous voyez où je veux en venir? C'est pas parce que la Juventus des années 90 était sur le toit du monde, en termes de football et en termes aussi de trophées gagnés, que cette Juventus est forcément de la merde. Non, cette Juventus peut faire des belles choses. Et l'année dernière, on a été même jusqu'à la 3e place. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. Et donc, comment on arrive au match contre l'Inter? On y arrive à moins de 2 points, avec une possibilité assez concrète même de gagner. Et je vous le dis, de maintenant, je vous le dis, comment on va jouer contre l'Inter 5-4-1, limite, 5-4-1. Vraiment une défense hyper solide pour les empêcher de marquer et on va répartir. Pourquoi on va jouer comme ça? C'est simple, parce que eux aussi pourraient vouloir jouer comme ça. Et si on leur donne du terrain derrière notre dos, avec leur capacité de faire mal en contre-pied, on se tire une balle sur le pied. Donc je suis sûr à 100% que contre l'Inter, on va jouer 5-3-2, disons, allez, donnons-nous un homme de plus en attaque, et on va essayer de répartir. On va pouvoir gagner ce match uniquement si notre phase de contre-pied arrive à un tel niveau de maturité qu'on fait les bons choix et on sait faire mal. Allegri contre Simone Inzaghi a presque toujours joué en miroir, 3-5-2 contre 3-5-2, donc à mon avis rien ne changera. Il faut s'attendre à une Fiorentina Juve bis, limite, 90 minutes en défense avec des rares sorties en contre-pied pour essayer de les piquer. Je pense qu'on va jouer comme ça parce que l'histoire de la Juventus, de cette Juventus-là, nous dit ça. Bon, franchement, j'ai fait 30 minutes de vidéo, je ne sais pas qu'est-ce que vous voudriez plus. On a fait un point global sur la situation Juventus, mais on n'a pas parlé Locatelli avec sa côte fêlée. On n'a pas parlé du très bon moment de Weston McKennie qui est en train de tous nous épater. Mais je vous propose de faire ça dans une prochaine vidéo où on parlera peut-être aussi des adversaires. Cette Juventus, c'est une Juventus full défense où la défense est le meilleur attaque et non pas l'attaque est la meilleure défense. Merci beaucoup à vous de votre écoute, commentaires, like, n'hésitez pas, abonnement si c'est toujours pas fait, cloche, activez-la comme ça. Vous êtes mis au courant de toutes les fois où je serai en live et puis les vidéos que je vais relâcher pendant cette pause nationale. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao.